Carlos Antonio Aguirre Rojas, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes chercheur au Mexique et où travaillez-vous plus spécifiquement? C'est-à-dire, moi, je suis chercheur à temps complet à l'Instituto de Investigaciones Sociales, qui fait partie de la Universidad Nacional Autónoma de México, l'université la plus grande du monde, il faut dire. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan en 2008 L'Amérique latine en rébellion, mouvement antisystémique et mort de la politique moderne. Alors, pouvez-vous nous dire un peu quelle est l'originalité de cet essai? Oui, bon, alors justement, j'essaye de faire ce qui est un sujet très discuté maintenant, dont il y a des polémiques, dont il y a beaucoup d'essais écrits autour de ça, une radiographie générale de la situation que nous vivons maintenant en Amérique latine. Alors pourquoi faire ça, bien entendu? Parce que je pense que dans les dernières 15 ou 20 ans, ils se sont développés dans l'Amérique latine les mouvements sociaux plus développés dans le monde entier. C'est-à-dire, je pense que seulement en Amérique latine, les mouvements arrivent justement à écraser des gouvernements nationaux d'une manière pacifique. On a vu en Bolivie, on a vu ça en Équateur. Par exemple, en Argentine, seulement l'année 2002, après la crise de décembre 2001, ils sont tombés 5 différents gouvernements nationaux, seulement que pour des mobilisations pacifiques. Je pense que la force des mouvements qui existent maintenant en Amérique latine et qui arrivent justement à écraser totalement, à faire tomber des gouvernements nationaux, n'existe pas ailleurs. Et donc, ça, c'est une bonne question que j'essayais de me poser pourquoi, et ça, c'est le sous-titre Mouvement antisystémique. Et donc, mais l'originalité peut-être de mon livre, je crois que ça consiste fondamentalement d'essayer de réexpliquer ou de donner les clés justement pour comprendre l'Amérique latine d'aujourd'hui à partir de la longue durée. Cette conception ou ce concept qui a été proposé par Fernand Braudel et que je trouve qui est très valable et très subtil. C'est-à-dire, à mon avis, la situation de l'Amérique latine actuelle, bien entendu, il a des rapports avec la conjoncture dans laquelle les États-Unis commencent à être en crise. Et donc la force des États-Unis commence à être de plus en plus mineure. Donc il reste comme la première puissance militaire, mais sa puissance technologique, économique, commerciale, et même géopolitique, est de plus en plus affaiblie. Et donc, à partir de ça, ça s'ajoute. Mais je pense que, par exemple, le fait que l'Amérique latine a une situation de dépendance depuis son origine comme projet civilisatoire il y a 5 siècles, et que justement cette décadence des États-Unis se mélange avec un processus dans lequel, pour la première fois dans 5 siècles, l'Amérique latine commence à être vraiment indépendante et à gérer et à définir ses dynamiques propres, joue aussi pour expliquer la situation actuelle. Et à mon avis, ça c'est une hypothèse de longue durée qu'il faut mettre dans l'ensemble des éléments pour expliquer l'Amérique latine actuelle. Je pense que ça c'est l'originalité fondamentale. D'accord, c'est donc un essai sur une histoire contemporaine qui prend en compte le passé de toute l'Amérique latine. Exactement. Et alors, à partir de ça, justement, je vois que beaucoup de processus que les chercheurs, je ne sais pas, argentiniens ou boliviens, ou équatoriennes, ou même brésiliennes, etc., ou du Mexique, considèrent des processus que nationaux, et qui s'expliquent pour des causes nationaux, je pense que non. Je pense que justement, quand on regarde toute l'Amérique latine comme ensemble, on se rend compte justement que c'est des processus plus généraux. Et on pourra dire, bon, en exagérant un peu, mais on pourra dire que Lula est l'équivalent de Kirchner en Argentine, ou que Kirchner c'est l'Evo Morales argentinien, ou que Evo Morales est le double de Rafael Correa en Équateur, ou que Rafael Correa c'est l'équivalent de Hugo Chavez en Venezuela, etc. Donc, j'essaie justement de me poser la question, pourquoi à un moment donné, on a eu une vague aussi générale des gouvernements qui prennent un chemin qu'on appelle des gouvernements progressistes, entre guillemets. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'il y a au-dessous de ces gouvernements? Et mon explication à moi, c'est que ces gouvernements ne sont pas les représentants des mouvements populaires, mais ils sont plutôt les représentants de ces bourgeoisies nationales. C'est-à-dire, ils sont vraiment anti-impérialistes, ça c'est vrai. Ils promuent justement les marchés nationaux, mais à dire la vérité, ils ne
prend pas compte trop les demandes populaires. Il fait un néolibéralisme atténué, si j'ose dire, ou affaibli un peu pour des mesures sociales, mais à la limite, ce qui l'encourage vraiment et les intérêts qu'il défend fortement, c'est plutôt celui de la bourgeoisie nationale. Et ça, on peut les voir plus clairement si on fait l'exercice comparatif de voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre les gouvernements de Lula, de Kirchner, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Hugo Chavez, et même, par exemple, à la ville de Mexico, de Andrés Manuel López Obrador. Donc, ça, c'est un peu, disons, un peu une autre manière de voir les sujets. Et enfin, à qui cet essai s'adresse-t-il? Est-ce à un public d'étudiants, d'universitaires, des deux, ou est-ce très grand public? C'est-à-dire, oui, j'ai essayé, bon, il faut dire, j'ai une longue expérience comme professeur, toute ma vie, bien que je suis chercheur à temps complet, j'aime bien donner des cours, et toute ma vie j'ai donné des cours. Pour moi, c'est très important justement de ne pas rester enfermé dans ce qu'on appelle la tour d'ivoire. Et alors, donc, de ce point de vue-là, j'ai toujours donné des cours. Et alors, oui, en premier public, c'est les collègues professeurs et mes étudiants. Mais j'ai essayé de faire un effort pour être très pédagogique, très clair. Et ce livre a l'intention d'arriver aussi au grand public. Parce que je pense que tous ces sujets-là qu'on a mentionnés sont des processus qui intéressent à tout le monde. L'Amérique latine est un sous-continent très vivant maintenant, très dynamique, qui change très rapidement. Et donc je pense que ça fait partie des débats publics, cette question. Et justement, quel chemin doit prendre l'Amérique latine? Comme il faut se poser vis-à-vis des États-Unis, mais pas seulement, ou vis-à-vis de l'Europe aussi, mais aussi comment est-ce qu'on peut vraiment récupérer les ressources naturelles et les utiliser en bénéfice des peuples latino-américains, pas de la bourgeoisie nationale ou des gouvernements, mais vraiment en bénéfice, au profit justement des peuples de l'Amérique latine. Et à partir de ça, je dis, la vraie voie ou le vrai chemin, c'est celui qui est marqué par le néo-zapatisme mexicain, par les sections les plus radicales des piqueteros argentins, pour les mouvements de Santer au Brésil, et pour les fractions les plus radicales, le mouvement Pachacutic en Bolivie, ou la section de l'Amazonie, de la CONAI, de la Confédération nationale indigène de l'Équateur.